À la une ce soir, le ras-le-bol des étudiants. Ils ont débrayé 1 heure ce matin pour protester contre les agressions dont ils sont régulièrement victimes sur le campus. Ils ont été reçus par la direction de l'université qui annonce l'installation de caméras de surveillance. Les habitants de Maya excédés, ils n'en peuvent plus de se réveiller les pieds dans l'eau chaque année à cette époque. Ils ont invité les médias à constater l'étendue des dégâts. L'association des habitants déplore l'inaction des instances. Enfin, un homme impliqué dans la fusillade du 17 avril dernier au quartier chinois, placé en détention provisoire. Mis en examen samedi dernier pour complicité d'assassinat, il nie toute implication dans cette affaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les étudiants disent stop à la violence dans et aux abords de l'université. Ils en ont marre d'être victimes de braquages et de rackets sur le campus et réclament des mesures concrètes pour leur sécurité. Ils ont donc débrayé 1 heure ce matin avant d'être reçus par le président de l'université. On écoute les annonces avec Xavier Paul Lepelletier. Ils sont arrivés face à moi, il y en a un qui est descendu de l'engin qui a tenu mon portable. Donc bon, moi j'ai résisté, j'ai essayé de tirer, j'ai essayé de résister. Et en fait, c'est lorsque j'ai vu que j'allais prendre des coups, j'allais prendre un coup de poing, que là, c'est là que j'ai lâché prise. Ils ont récupéré le portable et ils sont partis. C'est vraiment terrifiant. Il y a des agressions à toute heure maintenant, à n'importe quelle heure de la journée, que ce soit 8h, 14h, 11h, 20h. Il y a des agressions à toute heure sur le campus. Au bout d'1 mois, même pas que j'habitais sur le campus, je me suis fait cambrioler. Pendant que je dormais, on m'a volé mon ordinateur. Et 4 personnes dans mon couloir aussi ont été victimes de cambriolage. Et du coup, on vit en insécurité. Le soir, on sort plus. Enfin, moi, j'ai peur en tout cas. Ces témoignages glaçants, ce sont ceux d'une réalité ordinaire qui gangrène le jeune campus de Troubiran et ses résidences. Des sites en proie à l'insécurité. Ce matin, étudiants et personnel s'y retrouvent pour chercher des solutions plutôt évidentes pour les victimes. Déjà qu'il y ait des patrouilles, ce serait bien, au moins, je sais pas, moi, toutes les 2 heures, vu que c'est à n'importe quelle heure de la journée maintenant. Et le soir, qu'il y ait des vigiles à la sortie des cours. J'aimerais que le responsable qui est au campus là, il fasse plus de rondes et tout ça. L'université n'a pas les moyens de recruter du personnel à cet effet. Du côté de la présidence, on se dirige vers d'autres pistes. Il faut améliorer les conditions d'éclairage le soir, c'est essentiel, puisqu'à partir du moment où on a des sites bien éclairés, forcément les petits voyous ne se présentent pas trop ou ont plus de mal en tout cas à se présenter devant nos publics. Et puis assorti également de mise en place de vidéosurveillance, ce qui permet de repérer de façon très claire et très nette ceux qui seraient enclins éventuellement à engendrer des problèmes de sécurité sur notre campus. Ça ne réglera pas le problème dans le fond, parce qu'on met des caméras, mais après les solutions qu'ils vont trouver, ce sera quoi? Mettre des caméras, on s'est braqué, et après quand il y aura des caméras, ils mettront des cagoules pour passer à couronnette. En dehors de l'éclairage et de la vidéo, l'autre cheval de bataille est celui d'à nouveau s'attaquer à la circulation qui a déjà été basculée à sens unique. Pas de quoi réjouir riverains et usagers. Et notez que la police annonce des rondes en soirée sur le campus pour renforcer la sécurité. Eux aussi réclament des solutions rapides. En cette période d'importante pluie, les habitants de Maya se réveillent à nouveau les pieds dans l'eau, une fois de trop pour la population qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme à chaque averse. L'association des habitants estime le quartier abandonné. Mia Pierre. Tout ça, tout est perdu. Comme beaucoup d'habitants de Maya à Matoury, Marie-Cécile s'est réveillée les pieds dans l'eau. Dans la nuit de vendredi à samedi, les pluies diluviennes ont provoqué de fortes inondations dans cette résidence. Les eaux sont montées jusqu'à 15 cm dans certaines maisons. On est dans la maison en train d'enlever l'eau, d'arrêter un petit peu l'arrivée d'eau au niveau de la maison. Donc on a mis des draps par terre pour pouvoir arrêter l'eau. Mais ça n'a pas servi, ça n'a pas eu d'effet. Donc vers 1h30, on est parti, on a tout laissé. On a tout fermé, on est parti et là maintenant on revient pour essayer de nettoyer parce que l'eau n'arrêtait pas de monter. Face à la montée des eaux, les habitants sont excédés et en colère. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Chaque année, la même scène se répète. Pour le mois d'avril, pour le mois de mai, c'est toujours la même chose. 2 ou 3 fois, ça nous arrive à tous. Le problème, c'est la canalisation qui c'est mal fait. Il y a un cric derrière. Il y a des maisons qui n'avaient pas les droits de les construire. Ils les ont construits quand même avec la terre, alors c'est les mauvais. C'est pour ça qu'il y a de l'eau comme ça, la marée, et les canaux bouchés.
des moments qui ne nettoient pas les canaux. Tout le temps, nous avons ces mêmes problèmes. Tout le temps. Si certains ont décidé de quitter la résidence, d'autres souhaitent que le bailleur trouve une solution. Le problème viendrait de la canalisation. Qu'on évalue justement les risques, qu'on évalue les maisons. S'il y a des maisons qui doivent être démolies, qu'on puisse le faire, voilà, mais en tenant compte des personnes qui y habitent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, des personnes ont accepté d'être logées, mais aujourd'hui, les gens ont du mal à quitter une maison individuelle pour aller atterrir dans un HLM ou dans un logement plus petit ou tout un tas de choses. Venue constater les dégâts, Patricia Auerbach, responsable du service gestion locative de la Seine-Saint-Marc, s'est refusée à toute question des médias. Ces inondations ne sont pas sans conséquences pour les résidents de Maya. Prochaine étape, une saisine des autorités pour sensibiliser les assurances. Je vous le disais, un homme lié à la fusillade du 17 avril dernier dans un bar du village chinois a été placé derrière les barreaux depuis ce week-end. L'homme âgé d'une trentaine d'années s'est lui-même livré aux autorités pour porter plainte suite à de nombreuses menaces. Il nie toutefois toute implication dans cette affaire. On écoute les précisions du procureur de la République. Ce qui circulait sur les réseaux sociaux désignait donc un commanditaire de ces meurtres. Et ce commanditaire a été entendu, placé en garde à vue jeudi dernier. Il a été déféré au palais de justice devant le juge d'instruction ce samedi et incarcéré. Alors cet homme, donc, que la rumeur publique et les réseaux sociaux présentaient comme étant le commanditaire du double meurtre, nie les faits qui lui sont reprochés. Donc il faut considérer que c'est le commanditaire présumé. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il est quand même bien impliqué dans cette affaire puisque l'enquête a permis d'établir qu'il avait été en contact avec les deux tireurs quelques heures avant le tir et qu'il a été aussi en contact avec les tireurs après les crimes. Voilà, il leur a même remis donc une certaine somme d'argent. Voilà, donc l'ensemble de ces éléments donc, a conduit le juge d'instruction à placer en détention provisoire cet homme qui est né en 1983, qui est né à Saint-Domingue, qui est bien membre de la communauté dominicaine. Retour à présent sur le conflit de Matoury, tandis que le maire multiplie les actions de reconquête auprès de sa population, notamment hier au marché du bourg. Son premier adjoint répond, pointé du doigt par Gabriel Serville, l'accusant de coups bas à son encontre. Serge Smock se dit insulté. Il s'explique au micro de Mia Pierre. C'est faux et je m'inscris contre toutes ces allégations. Selon lui, alors là c'était le personnel, je suis à la tête de la grève, je suis à la tête d'un putsch. Je serais responsable d'un véhicule de près de 40 000 € qu'il a acheté. Voilà, donc je suis responsable de tout. Enfin, je veux dire, que vous le disiez une fois, deux fois, mais à force de le répéter, on commence à avoir de véritables doutes sur la sincérité de ses propos. Parce qu'il y a véritablement un problème, il ne veut rien entendre. J'avais dit qu'il avait un management assez particulier, qui était autocratique. Il n'entendait que par lui, il voulait faire qu'à sa tête et il se souciait peu de l'équipe qui avait été donc, élue par les Maturiens pour résoudre leurs problématiques. Personnellement, j'en ai assez de ces chamailleries qui n'amènent à rien. Et je vous dis que ceux qui veulent rentrer dans la boue, qu'ils y aillent, mais ce sera sans moi, en tout cas sans cette majorité de conseillers qui sont avec lesquels nous essayons de trouver des compromis avec toute l'équipe pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Moi, j'inviterais le maire à faire preuve de plus de modération, de pondération, de sagesse, et qu'il vraiment s'attelle à fédérer toutes les forces qu'il y a autour de lui pour répondre vraiment aux attentes de la population qui sont énormes. Restez avec nous, dans quelques instants, nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération régionale du BTP. Il faisait partie d'une délégation reçue la semaine dernière par la ministre des Outre-mer. Et puis nous irons du côté des podiums de la compagnie Elite. Elle est partie à la recherche des jeunes martiniquaises le week-end dernier. Reportage à suivre, mais d'abord, je rejoins notre invité, Olivier Mantez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais donc, vous faites partie des patrons du BTP Outre-mer qui ont été reçus à Paris la semaine dernière, c'était vendredi, une délégation Guyane, Antilles et Réunion pour faire part des difficultés du secteur, notamment sur la question économique, toujours au cœur des difficultés. La ministre des Outre-mer a entendu, selon vous, vos doléances ?
Je pense qu'elle les a compris, de toute façon elle est bien au courant. C'est une activité très très importante dans tous les DOM, le BTP, c'est 20% du PIB. Et quand le BTP va bas, c'est bien ce qu'on dit, c'est que rien ne va et c'est la réalité un peu partout. Et quelle a été justement la teneur de ces échanges avec la ministre? Et la teneur des échanges, pour dire que je crois qu'on est arrivé à un point, notamment en Guyane, 40% d'activité en moins, 2000 chômeurs en plus depuis 3 ans, c'est une catastrophe. Je crois qu'on est arrivé au fond du trou. Et il faut vraiment une réaction de tout le monde, très énergique, des pouvoirs publics, des décideurs, pour pouvoir redémarrer. On le verra tout à l'heure également, d'importantes créances dans le secteur du BTP. Mais juste avant ça, 13 propositions ont été faites, en tout cas 13 propositions de mesures pour améliorer donc les conditions de travail du secteur. En clair, qu'est-ce qui va changer ? Oui, mais ça, je dirais que c'est des mesures accessoires. À l'heure d'aujourd'hui, on l'a bien redit à Madame la Ministre, il faut relancer la commande publique en Guyane. Alors ces mesures-là, c'est des mesures qui peuvent permettre de commencer à le faire. Mais en tout cas, il faut vraiment un geste très énergique pour que la commande publique redémarre. On peut citer justement quelques exemples de ces mesures proposées, parce qu'il y en a quand même 13. Oui, c'est des mesures qui pourraient faciliter, je dirais, les crédits d'impôt. Ça veut dire qu'il n'y ait plus qu'un seul dossier au mieux de 2. Voilà, c'est les CICE, un peu plus de CICE, mais je dirais qu'on lui a quand même indiqué où est la problématique, notamment en Guyane, avec une CTG en panne, un contrat plan État-région qui ne démarre pas, c'est 400 millions qui ne démarrent pas. Voilà les vraies problématiques de la Guyane. Donc ce n'est pas des mesurettes qui pourront faire avancer ces choses-là. Alors justement, ces petites mesures, en tout cas, comme vous les considérez, vous venez de l'évoquer, elles sont mises en place a priori à partir de 2017, mais d'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire pour le BTP en Guyane finalement ? D'ici là, il faut vraiment réagir. On ne pourra pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Alors justement, qu'est-ce que le BTP, ne serait-ce qu'en Guyane, compte faire pour réagir ? On va encore réexpliquer une dernière fois l'importance de démarrer un contrat plan État-région. La Guyane ne peut pas rester sans projet structurant. À l'heure d'aujourd'hui, depuis 2 ans, il n'y a plus un seul projet structurant en Guyane. Si on ne démarre rien, pendant 4 ans, il n'y aura rien. Ce n'est pas possible. On parle très souvent dans l'actualité de la question de l'allotissement, c'est-à-dire en fait la séparation des chantiers par lot, mais en Guyane, vous étiez en train déjà de l'esquisser, n'est-ce pas plutôt la programmation qui pose problème ? Bien sûr, l'allotissement, s'il n'y a pas de chantier, il n'y aura pas d'allotissement. Il n'y aura pas d'allotissement. Donc la priorité numéro 1, c'est la relance de la commande publique, c'est les délais de paiement, c'est la situation financière des collectivités, c'est ça l'important. Justement, sur cette question des délais de paiement, on sait que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, dans ce secteur où les délais de paiement sont très longs, notamment les mairies qui sont les plus mauvais élèves en fait en la matière. Tout à fait, les collectivités locales sont en difficulté du fait de leur budget non équilibré. Donc là, on a expliqué à la ministre, je crois qu'il y a une prise de conscience générale qu'il faut vraiment régler ce problème-là. Ce n'est pas avec des petites mesurettes qu'il va se régler, il faut qu'il y ait une renégociation de la dette de ces collectivités et il faut qu'il y ait une injection d'argent frais pour payer les entreprises. C'est urgent. Peut-être qu'est-ce que la fédération du BTP peut inciter comme changement, parce qu'on entend qu'on a besoin de ce changement-là, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire pour transformer cette situation ? Peut-être faire les mairies payer plus tôt, comment on peut s'y prendre ? Je pense qu'il faut malheureusement qu'il y ait un rapport de force qui se crée. On a fait un effort important depuis 2 ans, 3 ans, d'avoir au moins des chiffres fiables. Tout le monde les valide. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un rapport de force pour comprendre qu'une vie économique ne peut être basée sur des choses comme ça. On rappelle quand même que c'est 37 millions les créances aujourd'hui du BTP en Guyane. Donc 37 millions, c'est énorme. Imaginez le petite entreprise qui n'est pas payée pendant 1 an. Comment il peut faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Il ne paye pas ses charges, et puis ça commence. Les soucis, on va le rechercher, il a des problèmes de santé, il a des problèmes familiaux, il met en péril son patrimoine familial, c'est grave. On se souvient quand même l'année dernière des mouvements initiés par le secteur du BTP en Guyane. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui encore des blocages, quelque chose, un mouvement social ? En tout cas, l'année dernière, ce que je constate, c'est qu'on avait initié un mouvement sur 2 sujets bien précis, l'ALBU, l'OIN, on les a obtenus. Au moins, il y a des grosses avancées. Donc il est clair que sur la commande publique, sur les délais de paiement, s'il faut se mobiliser, on se mobilisera. Merci beaucoup Olivier Montes d'avoir répondu à nos questions. On poursuit avec une question de santé. Certaines affections se développent silencieusement pendant plusieurs années. C'est le cas de l'hypertension artérielle. Elle concerne 70% des Guadeloupéens de plus de 60 ans. Une maladie qui d'ailleurs peut tuer. Comment la prévenir ? Élément de réponse avec Isabelle Amour. Lucette a 57 ans et fait de l'hypertension. Elle se rend ici à l'école du cœur pour être conseillée par l'infirmière sur le suivi de son traitement, une forme d'éducation thérapeutique. L'école du cœur est formée de médecins, de paramédicaux, d'infirmières, psychologues, diététiciens qui éduquent le patient, qui expliquent au patient comment vivre avec une maladie chronique,
comment bouger, comment manger, comment prendre son traitement, faire de l'activité physique. Et surtout, ça permet aux patients, grâce à une technique qu'on appelle l'éducation thérapeutique, aux patients d'être acteurs de sa maladie. Ne pas juste dire le médecin m'a dit de faire ça, mais ils sont informés, ils savent mieux adhérer au traitement, se prendre en charge, reconnaître les signes de décompensation. C'est très important. Donc, au niveau de l'hôpital de Basse-Terre, dans mon service, on a donc l'école du cœur, mais il y a aussi, par le biais du réseau HTA Guad, l'éducation thérapeutique des patients hypertendus pour les patients qui sont en ambulatoire. En Guadeloupe, un quart de la population est hypertendue. Un adulte sur 5 prend un traitement, soit 52 000 adultes. 70% d'entre eux ont plus de 60 ans. On n'a pas vraiment la cause de l'hypertension. On sait qu'il y a des facteurs qui vont favoriser l'hypertension artérielle. Le premier facteur, c'est l'âge. Voilà, c'est plus on prend de l'âge, plus les artères ont tendance un peu à se rigidifier et on va développer l'hypertension. On a beaucoup plus d'hypertendus âgés que d'hypertendus jeunes. Ça, c'est une première cause. Il y a des facteurs qui vont favoriser l'hypertension. Quand on a les parents hypertendus, ce n'est pas une maladie héréditaire, mais on a plus de risques de développer une hypertension. Donc, on va faire attention. Le surpoids, l'obésité, la sédentarité sont des facteurs qui favorisent l'hypertension artérielle, mais ce ne sont pas des causes d'hypertension artérielle. Bon, par contre, on sait comment dépister cette hypertension et on sait comment la traiter. L'automesure est la meilleure manière de contrôler sa tension artérielle. Selon le spécialiste, une visite est préconisée pour les personnes de plus de 40 ans une fois par an, à l'instar de ce patient qui est venu faire un contrôle. Tout est bon selon le docteur. L'activité physique, souvent à côté du traitement, doit faire partie du traitement. L'activité physique est un facteur qui va diminuer le risque un jour d'être hypertendu. Et lorsque l'hypertension est installée, elle va favoriser la prise en charge. Donc il faut impérativement que l'activité physique fasse partie du traitement de l'hypertension artérielle. Comme on dit, bouger, c'est médicament non. Voilà. Et il faut la faire de manière raisonnable. On ne demande pas à faire du sport, on demande aux patients de faire de l'activité physique, de penser à bouger en permanence. Prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, c'est de l'activité physique. Faire du jardinage, laver sa voiture, garer la voiture un peu plus loin et ne pas vouloir la garer juste à côté, tout ça c'est de l'activité physique. Et on préfère, nous, les mouvements qui sont des mouvements en parfaite aisance cardio-respiratoire, ce qu'on appelle les sports, les activités physiques d'endurance. Le sel, le gras, la cigarette, voire le café ne sont pas compatibles à l'hypertension. L'hypertension, une maladie trop souvent mise à l'écart, mais ô combien meurtrière. Entre la 4G pour Noël et la fin du roaming, il va falloir choisir. C'est en substance le pied de nez de l'autorité en charge des télécoms à la Guyane. En clair, son président propose de maintenir le roaming, dont la suppression était d'ailleurs prévue au 1er mai 2016, en échange de l'arrivée de la 4G dans le département. Une proposition inacceptable selon nos parlementaires. On écoute la députée Chantal Berthelot. Écoutez, je ne vais pas tellement m'apesantir sur ces propos parce que le directeur de l'ARCEP n'est qu'un fonctionnaire. Enfin, un fonctionnaire, c'est de l'administration. Le politique décide et j'attends du gouvernement qui relaie la volonté de la nation à travers ses députés et dise qu'effectivement, il n'y a pas à revenir sur le fait d'annuler le roaming pour les Outre-mer. Première chose. Deuxième chose, la 4G est une perspective de débit. D'accord, nous avons la 3G actuellement, on doit passer à la 4G et potentiellement la 5G comme partout ailleurs. Ça, c'est un processus normal. Donc, c'est un autre dossier pour moi. Il y a deux choses très claires. Aujourd'hui, le Guyanais paye ses forfaits téléphoniques quand il doit ou appeler sur la métropole ou quand il est en métropole Campus Lejeune, qui est inacceptable à l'heure où nous parlons aujourd'hui d'égalité réelle du citoyen. Voilà, la continuité territoriale doit au moins exister, sinon plus, sur les communications téléphoniques. Ça, c'est une chose très claire. Tout autre chose à présent, de la mode en Martinique, où un centre commercial de Ducos accueillait samedi un casting de mannequinat. Comme chaque année, le groupe international Elite Model est venu dénicher quelques perles rares, des jeunes filles qui dès 14 ans pouvaient tenter leur chance sur les podiums. Reportage. À l'issue de vos passages, je déciderai si je vous garde ou pas pour le casting maillot de bain, qui est le casting suivant. Elles sont âgées de 14 à 22 ans et elles ont chacune leur motivation pour tenter d'être la plus belle. Je suis là pour essayer, parce que j'ai déjà fait des défilés pour ma maman, parce qu'elle vend des vêtements. Donc ça m'a beaucoup plu, donc je voulais voir un peu comment ça se passait dans le vrai monde du mannequinat. Le mannequinat, c'est quelque chose que je voudrais faire comme activité principale. J'ai participé à un concours de mannequin pour essayer de réaliser mon rêve, qui est d'être mannequin depuis toute petite. Donc jusqu'à maintenant, j'essaie de participer à différents castings et c'est tenter ma chance.
Les jeunes filles ont le droit de bénéficier d'un petit coup de pouce pour se présenter sous leur meilleur jour. On leur sublime le teint, c'est-à-dire qu'on leur prépare le teint de manière à ce qu'elles paraissent vraiment beaucoup plus naturelles. C'est vrai que elles arrivent, elles sont comme ça, elles sont naturelles effectivement, mais en venant nous voir, on fait en sorte qu'elles soient vraiment plus belles. Pour avoir une chance d'être sélectionné, il faut avant tout mesurer 1,72 m. Un rapide entretien avec la directrice du casting permet aussi de les connaître un peu mieux. Puis, c'est le moment du premier défilé. On a plusieurs critères, mais on a le critère déjà de la taille. Il y a un critère aussi d'âge, il y a un critère aussi de photogénie, d'aisance, mais il y a aussi la personnalité de la fille qui compte. Après, les restrictions, oui, il faut être, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'il ne faut pas peser 100 kg, ça c'est une évidence, mais bon, l'idée c'est pas d'avoir de jeunes filles maigres ou des choses comme ça. L'idée c'est qu'en fait, la jeune fille soit bien équilibrée, qu'elle soit bien aussi dans sa peau. C'est un tout, on va dire. Les chances d'être retenues sont très minces. Le casting en Martinique complète celui de Guadeloupe et de Guyane. Seulement 10 demoiselles sur l'ensemble de la Caraïbe auront l'opportunité de devenir mannequins. Et notez qu'un casting de ce type de la même compagnie élite aura également lieu très bientôt en Guyane. En bref, à présent, Soyouz s'est enfin envolé après 3 annulations, 2 pour mauvaises conditions météo, puis une anomalie observée dimanche soir. Le vol a finalement eu lieu à 18 h de ce soir. On rappelle que le lanceur russe place sur orbite le satellite d'observation Sentinelle-1B pour le compte de la mission européenne, la Commission européenne, une mission de 4 heures qui est d'ailleurs toujours en cours. Décollage, lift-off, VS14. Et merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle les titres de ce journal. Le ras-le-bol des étudiants, ils ont débrayé 1 heure ce matin pour protester contre les agressions dont ils sont régulièrement victimes sur le campus. Ils ont été reçus par la direction de l'université qui annonce l'installation de caméras de surveillance très prochainement. Les habitants de Maya excédés, ils n'en peuvent plus de se réveiller les pieds dans l'eau chaque année à cette époque. Ils ont invité les médias à constater l'étendue des dégâts. L'association des habitants déplore l'inaction des instances. Enfin, un homme lié à la fusillade du 17 avril dernier au quartier chinois placé en détention provisoire, mis en examen samedi dernier pour complicité d'assassinat. Il nie toute implication avec le meurtre. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis ce sera votre émission Face à Face, présentée par Farouk Amri. Très bonne soirée à vous, à demain.